Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marianne Montiel et aujourd'hui nous allons à nouveau parler d'agrivoltaïsme. Alors vous vous en souvenez, la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables a été publiée au journal officiel le 10 mars 2023, donc l'année dernière. Depuis, l'ensemble de la filière attendait avec impatience la publication des décrets d'application et un décret en particulier se faisait attendre, celui qui est relatif à l'agrivoltaïsme. Il est finalement sorti le 8 avril 2024 et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Adrien Brunetti, chef de projet photovoltaïque au sol chez Unit. Bonjour Adrien. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Alors Adrien, tu es déjà venu sur le podcast. Est-ce que tu peux tout de même te représenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Avec plaisir, je suis Adrien Brunetti, je suis chez Unit depuis 2022, je suis chef de projet développement de photovoltaïque au sol et j'ai une autre fonction transversale et je suis référent agrivoltaïsme pour toute la partie réglementaire. Une grande partie de mes projets sont des projets agrivoltaïques, maintenant que le décret est sorti et qu'on sait ce que c'est. Donc je peux le dire avec clarté et ma foi, c'est une petite révolution dans notre secteur, mais on va pouvoir en parler. Donc en effet, tu es la personne à avoir sur le podcast pour pouvoir évoquer toutes les thématiques relatives à ce sujet assez complexe. On l'a dit, le décret il est sorti en avril dernier au terme de très longues négociations et donc plus d'un an après la publication de la loi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que ce décret a mis finalement autant de temps à sortir et quelles ont été les conséquences de ce retard sur les projets qui étaient en cours de développement ? Alors en effet, comme tu le dis Marianne, cette loi a pris beaucoup de temps déjà à être formulée en tant que loi et ensuite on a attendu les décrets qui ont pris énormément de temps, eux aussi, ce qui fait qu'on avait, nous, les acteurs du secteur, beaucoup d'attentes vis-à-vis du développement de nos projets. Alors, la loi d'accélération, pour y revenir en tant que telle, celle du 10 mars 2023, elle a pris beaucoup de temps à être votée parce que en France, il y a beaucoup de débats sur les énergies renouvelables. Je pense que tous les auditeurs et les auditrices savent que on est une nation qui a choisi le nucléaire depuis les années 70. C'est un choix industriel, un choix pour lequel les Françaises et les Français n'ont pas forcément été consultés d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une défiance vis-à-vis de toutes les énergies renouvelables et des énergies dites intermittentes. On est tellement habitué à avoir le nucléaire qui répond à nos problématiques que changer n'est jamais simple. C'est ça. Et comme tu le sais, on fait partie de l'Union européenne et il y a une directive européenne sur l'énergie qui a été édictée en 2009 qui impose à l'ensemble des pays d'Europe d'avoir une certaine partie de renouvelables dans la consommation finale d'énergie. Et d'après cette directive, en 2020 en France, on aurait dû être à 23% d'énergie renouvelable consommée par le pays et on n'était qu'à 19%. En 2023, on avait aussi une loi française, cette fois, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui, elle, fixait un objectif de puissance installée en 2023 qui était à 24 gigawatts et on n'était que à 20 gigawatts. Donc on était en fait en retard sur tous nos objectifs. L'Europe a pris des sanctions contre la France parce que la France était le seul pays d'Europe à ne pas respecter ses objectifs de production d'énergie renouvelable. Donc c'est pour ça que la loi d'accélération est arrivée. On était en retard, le gouvernement a proposé une loi, la loi d'accélération, et le Parlement l'a votée à une très courte majorité. C'est pas du tout un texte qui a fait l'unanimité. Il y a eu énormément de discussions, on pourra peut-être y revenir, mais en tout cas comme n'importe quelle loi, la loi, elle doit être mise en œuvre par un décret, elle doit être précisée par un décret. Et ce décret, il a mis en fait plus d'un an à sortir. Et il donne une définition en fait, il crée un nouveau régime juridique sur l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut installer des panneaux sur les terres agricoles. Et les conséquences de ce retard, en fait, ont été pour nous que les services de l'État, donc qui sont les instructeurs de nos projets, pour rappel, un chef de développement tel que moi, son objectif dans sa vie professionnelle, c'est de déposer et de faire accepter des permis de construire par l'État. Et donc, on demande en fait à l'État d'autoriser la construction de nos projets. C'est ça mon boulot et mon objectif professionnel.
Et donc, dans l'attente de ce décret, les services de l'État soit rechignaient à instruire, et parfois ils étaient assez clairs là-dessus. Ils nous disaient, bah, tant qu'il n'y a pas les décrets, on va pas pouvoir instruire, on va pas pouvoir avancer sur votre dossier. Dans d'autres cas, ils gagnaient du temps, ils nous demandaient sans arrêt des précisions supplémentaires, donc nous on passait du temps à répondre. Dans d'autres cas, ils nous disaient très clairement qu'ils instruiraient pas avant la parution du décret. Et c'est quand même regrettable parce que les législations précédentes, elles s'appliquaient. Donc le décret, en plus, il n'est pas rétroactif. Elles s'appliquaient, mais elles étaient extrêmement lourdes à appliquer parce qu'on n'avait pas ce nouveau régime juridique. Il fallait qu'on prouve, nous les développeurs, que l'agriculture restait centrale par rapport à la production d'énergie. Et la filière agricole, comme l'État, avait peur que ce soit l'énergie qui prenne le pas sur la production agricole et que du coup, sous prétexte de répondre à une urgence énergétique, je rappelle qu'on était à l'époque de la crise ukrainienne qui a augmenté les prix du gaz et donc les prix de l'électricité. Donc, sous prétexte de répondre à cette crise, on allait mettre en danger la souveraineté alimentaire. Donc du coup, il fallait faire énormément de preuves. Il y a beaucoup d'acteurs de notre secteur qui ont fait passer des projets agricoles pour des projets sérieux alors que c'était pas très sérieux. Ça demandait beaucoup de temps. L'État et la filière manquaient de critères pour analyser nos projets. Donc c'est pour ça que ça prenait du temps. Alors, on va revenir justement sur ces critères et sur le distinguo qui doit être fait entre des projets qui sont agrivoltaïques véritablement au sens de la loi et d'autres. Déjà, avant qu'on s'attaque à ça, est-ce que tu peux me repréciser quelles sont comment dire, les dates qui ont été fixées par le décret pour l'entrée en vigueur de ces dispositions? Alors, le décret sur l'agrivoltaïsme, il est paru le 8 avril et il s'applique aux projets qui sont déposés après le 9 mai 2024. Voilà, il nous donne un mois de battement. Donc, dès qu'un projet a lieu sur des terres agricoles qui sont identifiées comme telles dans les plans d'urbanisme ou qui sont déclarées à la PAC, la loi sur l'agrivoltaïsme s'impose. Ensuite, il y a un deuxième régime qui est donné par la loi et qui est précisé par le décret, c'est le projet agri-compatible. Les projets agri-compatibles, ils ont lieu sur des terres qui sont à vocation agricole mais qui ne sont pas utilisées. C'est des terres incultes, c'est des terres en forêt, c'est des terres avec une topographie compliquée, c'est des terres qui sont un peu délaissées, qui pourraient tout à fait supporter un projet agricole, mais qui pour plein de raisons ne le peuvent pas, notamment quand c'est d'anciennes carrières ou d'anciennes installations classées, des installations industrielles qui ont été démantelées ou qui sont arrivées à la fin de leur durée d'exploitation. Donc voilà, il y a ces deux régimes-là. Et pour le deuxième régime dont je viens de parler, les projets agri-compatibles, le foncier qui est concerné par ça, il va être identifié dans des documents cadres proposés par les chambres d'agriculture dans chaque département français. Et ils ont jusqu'à début 2025 pour le faire, sachant que la presse spécialisée dans notre secteur parle déjà de l'été 2025. Il y aura encore du retard a priori. D'accord. Alors, tu as donc précisé cette distinction donc, qui existe entre l'agri-compatible d'un côté et les projets qui sont véritablement agrivoltaïques. D'ailleurs, je sais que tu en avais déjà parlé dans un épisode précédent avec Marian. Avant qu'on s'attaque vraiment au décret proprement dit, est-ce que tu peux nous repréciser les critères de qualification qui permettent de dire d'un projet qu'il est agrivoltaïque? Alors, il y a beaucoup de critères. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agrivoltaïsme, qui est en fait un néologisme qui a été spécifiquement créé pour désigner le fait qu'on pose des panneaux solaires pour produire de l'énergie sur des terres agricoles sans handicaper ni mettre en danger l'activité agricole qui existe. Donc, il y a une synergie qui doit être mise en place et l'activité agricole doit rester prioritaire. À partir du moment où on pose la définition, il faut qu'on puisse le prouver. Donc on le prouve de diverses manières. La première des manières, c'est qu'il faut que la centrale agrivoltaïque, la centrale solaire, apporte des services à l'activité agricole. Il y a 4 services qui sont posés dans la loi et en fait qui sont ensuite précisés dans le décret. C'est l'amélioration du potentiel et l'impact agronomique de la parcelle agricole, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. Après, dans le décret, on rentre dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire un service d'amélioration du potentiel agronomique.
Donc là, on va parler de la qualité des sols, comment on restaure la productivité d'un sol qui peut être détérioré pour diverses raisons, etc., etc. Ça, on en parlera dans le décret. Et il y a plein d'autres critères, mais voilà, l'idée, c'est de ne pas empêcher la souveraineté alimentaire sous couvert de souveraineté, de recherche de souveraineté énergétique. Alors, tu l'as dit, donc l'objectif premier du décret, c'est donc de sécuriser la production agricole et finalement de poser des garde-fous pour contrôler un petit peu les projets qui pourraient être mis en place. Donc la production agricole doit rester l'activité principale de la parcelle, mais le décret a également ces termes-là. Il dit que la production doit être significative et générer un revenu durable pour l'agriculteur. Alors, première chose, déjà, comment est-ce qu'on évalue une production significative? Quels sont les chiffres qui sont donnés et est-ce qu'ils sont réalistes? Alors, une production significative, ça va être une production agricole qui ne baisse pas ou qui ne baisse pas plus que les autres exploitations dans un même secteur, dans une petite région agricole en l'occurrence. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de baisse de rendement supérieure à 10%. Et donc ça va être vérifié par toute une série de contrôles qui vont être menés tout le long de la vie de l'exploitation agricole en présence des panneaux. Et ce chiffre de moins de 10% de baisse de rendement semble réaliste pour les projets d'élevage parce que ce qu'on va regarder, c'est la biomasse fourragère qui est produite par le sol. Et la biomasse fourragère, elle peut être menacée par des températures extrêmes. Quand il y a beaucoup de périodes froides ou au contraire quand il y a des périodes de sécheresse, le couvert végétal est en tension. Et ce que vont apporter les panneaux, c'est des microclimats sous les panneaux. En période froide, ça va donner un climat plus chaud sous les panneaux et en période chaude, au contraire, ça va donner plus de fraîcheur. Ça va favoriser en fait la captation de l'eau par les sols. Donc, on va regarder ce taux de biomasse fourragère. Après, pour garantir que l'activité agricole reste l'activité principale sur la parcelle, le législateur est venu avec cette idée du taux de couverture. Le taux de couverture, c'est quoi? C'est le taux de panneaux, la surface projetée au sol des panneaux par rapport à l'ensemble de la parcelle concernée par le projet. Avec le décret, on sait maintenant qu'il ne doit pas y avoir plus de 40% de panneaux en surface par rapport à la surface globale du projet. Et c'est ce taux de couverture qui va faire en sorte qu'on reste dans une activité principale agricole. Durant la négociation, je fais un petit aparté, mais durant la négociation pour la mise au point des décrets auxquels on a participé en tant que développeur et acteur du secteur, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir comment on allait considérer que l'activité agricole reste l'activité principale sur une parcelle. Et on voulait que ce soit une condition de revenu. C'est-à-dire, on voulait que le revenu tiré de la production d'énergie soit pas supérieur à celui de l'activité agricole. Et en fait, on est sorti de ça parce que, évidemment, les loyers qu'on verse aux agriculteurs peuvent paraître élevés par rapport à le produit de la vente des biens agricoles. C'est possible, mais c'est pas systématique. Donc on est passé sur quelque chose qui a plus trait à la superficie, au taux de couverture des panneaux par rapport au reste de la parcelle. Qu'on peut voir de façon très concrète, en fait, dès le départ. Ouais, c'était un critère qui a été considéré comme plus rationnel, plus facilement contrôlable. Enfin, on peut présenter des revenus de diverses manières quand on est agriculteur et même quand on n'est pas agriculteur d'ailleurs. Donc on est resté sur le taux de couverture. Le taux de couverture en lui-même, il a fait beaucoup débat. Il y a eu beaucoup de propositions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le décret, il a été bon, je vais pas rentrer on va dire, dans le détail de la machine réglementaire en France, mais en gros, c'est les ministres qui gèrent cette partie réglementaire sur les décrets. Et le ministre qui était leader, c'était Agnès Pannier-Runacher, c'était la ministre de la Transition énergétique. Et en face, il y a eu le ministre de l'Agriculture, contrôlé par Bercy aussi, qui est l'économie et les finances pour surveiller les équilibres financiers autour de tout ça. Donc c'est ces deux ministères, principalement Agriculture et Transition énergétique, qui se sont mis d'accord sur ce taux de couverture. Le ministère de l'Agriculture avait suivi une note de l'INRAE, donc c'est l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale, une très très vieille institution qui existe depuis les années 40 et qui a toujours été le leader en France sur la recherche scientifique en agriculture. Un institut qui a beaucoup de poids dans les négociations interministérielles en général. Donc cette INRAE-là a dit il ne faut pas plus de 25% en taux de couverture. Et on n'avait même pas encore le mode de calcul du taux de couverture qui est vraiment très compliqué. Mais en tout cas, le ministère de l'Agriculture avait adopté cette position. Et la position du secteur était qu'on pouvait aller plus loin, on pouvait avoir un taux de couverture plus élevé
sans mettre en cause la production agricole. Et donc, ça a tranché au final en faveur des acteurs du secteur. Et la préoccupation, j'imagine, du secteur, c'était peut-être aussi une question de rentabilité. C'est-à-dire que si vous partez sur du 20-25% en taux de couverture, c'est peut-être pas suffisant pour assurer la rentabilité des centrales? Ouais, il y a énormément de coûts qui sont associés au développement d'une centrale. Le coût du raccordement, c'est celui qui pèse le plus. Le prix d'achat des structures, c'est le deuxième poste. Mais en tout cas, le raccordement, il est à notre charge et plus on est loin d'un poste source, plus ça coûte cher. Donc c'est une question de soutenabilité de l'investissement en général. Donc au final, l'État, enfin le ministère de la Transition énergétique, on va dire, a gagné la négociation sur le niveau du taux de couverture. Alors, Adrien, je me permets juste de revenir quelques minutes en arrière quand tu parlais donc tout à l'heure d'un taux de rendement qui ne devait pas être inférieur, enfin ne pas être plus que 10% de perte par rapport à éventuellement, je crois, une parcelle témoin qui allait être prise en compte. Tu m'as dit que pour des projets couplés à de l'élevage, ça te semblait finalement assez rationnel. Qu'est-ce que c'est la position par rapport à des projets agrivoltaïques qui sont déployés plutôt sur des grandes cultures ou du maraîchage? Est-ce que ce chiffre, il est toujours valable? Sur les productions végétales en général et sur les grandes cultures, le défi de la pose des panneaux est très différent puisque c'est vraiment la luminosité et la lumière du soleil qui va principalement être le facteur de croissance des plantes. Les conditions pédologiques sont importantes aussi, mais le fait qu'on puisse couvrir d'ombre une culture au printemps, par exemple, ça c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment au printemps qu'on a les premiers rayons de soleil. Et les panneaux, si on les met au printemps, ont tendance à ralentir la croissance en fait de la plante. Ce qu'on constate avec la recherche actuellement, c'est que effectivement, quand les panneaux sont fixes, ça veut dire qu'on ne peut pas les bouger. Quand c'est pas des trackers qui suivent la course du soleil, et ben la pousse des plantes est ralentie au printemps et elle est plus grande en été, surtout en période de sécheresse. Donc le gap qui s'est créé au printemps est repris en été. Et ça, pour les cultures végétales, c'est une variable qui est plus difficile à intégrer et le taux de 10% maximum de baisse de rendement peut être plus difficile pour des cultures végétales. Mais encore une fois, on a trop peu de recul au niveau de la recherche pour être définitif ou catégorique sur le sujet. On verra comment les panneaux se comportent et comment les projets agricoles vivent en dessous. D'accord. Et pour revenir donc sur le fameux revenu durable dont on parlait également, on est bien d'accord que donc la fameuse rente solaire, c'est-à-dire le loyer que la société comme Unit, par exemple, verse à l'agriculteur pour, construire une centrale et exploiter une centrale sur son terrain, ce loyer, il est bien exclu du calcul de ce revenu durable. On est bien d'accord là-dessus, hein? Ouais, l'activité agricole restant l'activité principale, le revenu qui doit être dégagé par cette activité agricole doit être majoritaire par rapport aux autres revenus. Enfin, en tout cas, il ne doit pas y avoir de baisse de revenus. C'est pas parce qu'on installe une centrale agrivoltaïque sur ces terres qu'on doit se désintéresser du revenu agricole. Dans l'esprit du législateur, comme tu disais, il a mis des garde-fous pour s'assurer qu'il n'y ait pas de projet alibi. C'est ce qu'on entend beaucoup dans notre secteur à nous, pour éviter qu'il y ait des projets qui se présentent ou se disent agricoles et que une fois que les panneaux sont là, il n'y a plus de projet agricole. Ça, c'était vraiment la hantise, mais c'est encore la hantise de tout le monde. Et avec le décret agrivoltaïque, on a tellement de garde-fous que nous, en tout cas en tant que développeurs, on est en train d'acquérir de nombreuses compétences agricoles. On est en train vraiment de se mettre à la place des agriculteurs pour comprendre leurs enjeux, leurs défis, leurs attentes vis-à-vis de leur activité et pour pouvoir leur proposer une centrale qui ne les entrave absolument pas dans leur activité principale. D'accord. Et alors, quelles sont les autres précisions qui sont données, par le texte? Alors, le texte, il donne une durée maximale de l'exploitation agrivoltaïque, ce qui n'était pas le cas pour le moment. Donc, c'est 40 ans, prorogeable une fois 10 ans. Ensuite, il y a l'obligation de démanteler et remettre en état le site. Qui est une crainte aussi, je crois assez partagée, hein, dans le milieu agricole, de se retrouver avec des centrales au bout des 40 années, qui restent sur le terrain. Ouais. Donc nous, on prend déjà cette obligation à notre charge dès la sécurisation du foncier, donc très très tôt dans la relation avec les propriétaires et les exploitants agricoles. Et on verse en fait une écotaxe, une participation en fait pour le recyclage des panneaux, qui fait que on sait déjà que à la fin de vie des panneaux, il y aura un organisme français qui s'appelle Soren. Il y en a un dans chaque pays européen, mais en France il s'appelle Soren, qui va se charger de récupérer les panneaux et de les recycler pour fermer en fait
cette économie circulaire autour des panneaux. On peut rappeler d'ailleurs que les panneaux, en tout cas dans l'état actuel des technologies, sont recyclables en quasi-totalité. Je crois que c'est de l'ordre de 98 ou 99, non? Ouais, ouais, et ça, c'est pas un taux de recyclage marketing qu'on présente. Il y a des associations comme Greenpeace, par exemple, qui le reprennent. Et voilà, Greenpeace a quand même pignon sur rue et vraiment chef de file sur la protection de l'environnement en France et dans le monde. Bien sûr. Donc, c'est en fait avéré que les panneaux sont très très bien recyclables. Et il y a d'autres précisions encore? Ouais, le préfet de département est renforcé, c'est lui qui va vraiment autoriser les centrales agrivoltaïques. Après, il y a d'autres critères au niveau du design même de la centrale. L'État va regarder si les engins agricoles peuvent circuler au cœur de la centrale. C'est quelque chose qui peut vraiment tomber sous le sens en fait. Mais jusqu'à maintenant, ça n'existait pas ce critère d'acceptabilité. Ça veut dire que si demain on montre une centrale où le tracteur peut pas faire demi-tour en bout de table, bah, ce sera pas une centrale agrivoltaïque et on devra la modifier. Donc au final, ce que ce décret apporte, c'est de la sécurité pour les agriculteurs et de la prévisibilité pour nous. Donc au final, je pense qu'on peut s'en satisfaire en tout cas. D'accord. Et quels sont les contrôles, ou les sanctions qui ont été prévues, en cas de manquement à toutes ces dispositions? Alors, pour ça, il y a un autre décret qui est sorti le 5 juillet. C'est le décret contrôle agrivoltaïque. Et il y a deux séries de contrôles. Il y a un contrôle préalable à la mise en service qui va donner en fait un état initial de la situation, quelle prairie on a sous les panneaux, quelle hauteur on a, hauteur max, hauteur au point bas des panneaux, les distances en fin de table, la hauteur de clôture, etc., etc. Donc c'est un contrôle qui va faire une photographie de l'installation juste avant la mise en service. Et puis après, des contrôles pendant la vie de la centrale agrivoltaïque, des taux de rendement, essentiellement des taux de rendement en fait, pour nous qui faisons des centrales agrivoltaïques sur élevage. Mais ils vont aussi regarder s'il y a par exemple une baisse de poids, par exemple des agneaux ou de ce qu'on peut produire sur place. Ils vont regarder toute une série de critères et c'est des organismes indépendants qui vont regarder tous ces critères. Et là encore, ce décret-là pose une condition principale, c'est que ces organismes qui vont regarder, qui vont contrôler les performances agricoles de la centrale, ne devront pas avoir été en cause dans l'instruction du projet. Ça veut dire que typiquement, si on demande pendant le développement du projet à une chambre d'agriculture de faire une étude, eh ben, cette chambre d'agriculture ne pourra pas faire les contrôles pendant l'exploitation de la centrale. Ce devra être une autre entité, donc un bureau d'études, un expert foncier agricole, que sais-je, mais en tout cas d'autres personnes, ce qui garantit en fait l'indépendance et l'impartialité des contrôles. Et sur les sanctions? Les sanctions, elles peuvent être, on va dire, administratives dans le sens où c'est l'État qui va contrôler. Il peut aller très loin dans les sanctions, il peut aller jusqu'à interdire d'exploiter, c'est-à-dire retirer l'autorisation d'exploitation et demander le démantèlement. Il peut aussi, puisque la plupart du temps nos centrales ont obtenu un tarif de rachat public, elle peut aussi décider que ce tarif de rachat arrive à expiration parce que en fait, toute la série de critères dont j'ai parlé juste avant n'est plus remplie, n'est plus assurée par la centrale. Donc, c'est plus un projet agrivoltaïque, donc il n'est plus autorisé. D'accord. Et il y a des sanctions pécuniaires, j'imagine aussi, si Ouais, des sanctions pécuniaires, mais qui sont aussi décidées par l'État, qui peuvent être des contraventions, qui peuvent être de divers types. alors, selon les mots de Marc Fesneau qui est donc à l'heure où nous enregistrons, toujours ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l'objet de ce décret, c'était de fixer des principes clairs. On l'a dit, protéger davantage les espaces, agricoles, mais aussi ouvrir des opportunités pour la production d'énergie. Tu l'as déjà dit un petit peu, mais est-ce que, selon toi, le cahier des charges, il est rempli? Est-ce que le décret, il tient ses promesses? Je suis assez d'accord avec le ministre pour le coup. Ce qu'a fait le décret, c'est qu'il a renversé un peu le rapport de force entre le développeur, le propriétaire et l'agriculteur. Il a mis le développeur d'énergie solaire aux côtés de l'agriculteur. Il l'a mis à son service quelque part, puisqu'il lui a imposé des critères. Et en échange de cette nouvelle relation de confiance mutuelle entre l'agriculteur et l'énergéticien, la production d'énergie est considérée comme un projet agricole. Nos centrales sont des centrales qui répondent à une nécessité agricole. Et ça, c'était quelque chose qui auparavant nous demandait beaucoup d'énergie à démontrer au service de l'État.
Là, c'est plus automatique puisqu'on n'a qu'à montrer en fait qu'on coche des cases pour obtenir ce label agrivoltaïsme entre guillemets. Ça correspond à l'acquisition de connaissances typiquement agricoles dont tu parlais tout à l'heure. Oui, effectivement, ouais. C'est une nouvelle rencontre en fait à laquelle on n'était pas forcément habitué, mais voilà, on se met à rencontrer le milieu agricole et on se met à leur place pour décider d'une centrale vraiment en partenariat avec eux, où ils sont donneurs d'ordre comme nous on peut l'être sur d'autres aspects vis-à-vis du propriétaire foncier par exemple. Donc il y a une vraie collaboration, parfois même dans mon travail des amitiés qui naissent, c'est assez riche comme relation. Et puis pour qui s'intéresse à la vie de nos campagnes, c'est vraiment très agréable en fait de discuter de la manière dont on produit l'alimentation aujourd'hui. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, pour autant, le décret est pas sans défaut. Il y avait déjà des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat lors de la loi d'accélération sur comment on fait pour partager la valeur qui est créée par ces centrales agrivoltaïques sur le territoire. Donc nous, on verse déjà depuis très longtemps des compensations agricoles collectives qui sont le résultat des études préalables agricoles qu'on mène. C'est des études qui vont en fait regarder quel est l'impact de la création d'une centrale sur l'économie agricole d'un territoire. Donc nous, notre objectif, ça va être qu'il y en ait le moins possible, voire qu'il y ait une amélioration. Ça fait l'objet d'un décret, je crois d'ailleurs, qui est en cours de rédaction, non? Ou d'un arrêté? Il y a une idée, ouais, de décret. Après, je sais pas. Je pense on est beaucoup plus patient qu'avant maintenant dans le secteur, dans l'attente de ces décrets. Mais oui, il y a un décret ou un arrêté qui est en cours de préparation. Il y a certaines personnes qui veulent une loi carrément. Mais en tout cas, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que les chambres d'agriculture prennent les devants, utilisent leurs outils pour nous inviter à mieux partager la valeur. Quelque part, on n'attend pas les lois et les décrets pour répondre en fait aux demandes des territoires. Et après, il y a une question de comment on fait pour que l'agriculture demeure après les panneaux entre guillemets, et comment on fait en sorte que l'agriculture ne déserte pas les campagnes. Et donc pour ça, il y a une proposition de loi qui est en préparation sur le bail rural à clause agrivoltaïque. Le bail rural, peut-être tout le monde a d'intuition une idée de ce que ça peut être, mais c'est un contrat qui lie le propriétaire à l'agriculteur, qui encadre l'usage agricole des terres. Et c'est ce bail rural qui est un vieux contrat de droit français, hein, qui date aussi, je crois, des années 40, je me trompe peut-être, mais en tout cas qui est assez vieux. Et c'est ce contrat-là qui fait en sorte qu'il est très difficile pour un propriétaire d'évincer l'agriculteur des terres agricoles. Et c'est ce qui fait aussi que nos campagnes sont encore des campagnes et sont encore des lieux de production agricole. Du coup, ce bail rural-là, le grand principe, c'est que l'agriculteur a le droit d'être là et tant qu'il utilise de manière agricole le foncier, tout va bien. Il y a vraiment très peu de cas où il peut être évincé de la terre agricole et même le bail rural est transmissible automatiquement à ses descendants. Donc ça en fait un contrat très protecteur pour l'agriculteur. Et nous, en tant qu'énergéticien, maintenant, on vient s'immiscer dans cette relation entre le propriétaire et l'agriculteur avec nos petits panneaux. Et donc, il faut qu'on puisse également, nous, y retrouver nos petits, dans le sens où on va utiliser les terres agricoles au même titre que l'agriculteur pour d'autres fins, mais en accord avec l'agriculteur. Et pour autant, il faut qu'on puisse prévoir tous les conflits d'usage qui peuvent naître entre nos panneaux et l'activité agricole. S'il y a des détériorations, s'il y a des problèmes divers et variés, des tempêtes ou autres, il faut qu'on puisse savoir qui est responsable de quoi. Donc, il y a l'idée aussi de mettre à jour ce bail rural pour qu'il puisse être adapté à l'existence d'une centrale agrivoltaïque. Et quelle a été, Adrien, la réaction des syndicats agricoles pardon, à la publication de ce décret? Alors, il y a divers positionnements. Le syndicalisme agricole en France est pluriel. En fait, il y a une partie du syndicalisme agricole qui s'est opposée purement et simplement au décret, puisque pour eux, voilà, pas de terre, pas de panneaux sur nos terres, il faut des panneaux que sur les toits, que sur les toitures. Et donc du coup, ça enlève une opportunité à un agriculteur de recevoir une centrale sur ses terrains. Est-ce qu'on peut dire le nom? J'imagine que tu fais allusion à la Confédération paysanne? Oui, c'est ça, c'est la Confédération paysanne essentiellement hein, qui est allée le plus loin dans la réaction à ce décret en disant qu'ils iront l'attaquer. C'est au programme ou alors c'est en train d'être mis en place, mais qu'ils iraient attaquer et faire un recours devant le Conseil d'État sur ce décret. Il y a d'autres syndicats qui ont eu des positions plus ambivalentes, qui n'ont pas vraiment de voix au niveau national. C'est en fait au niveau des départements. Certaines sections des jeunes agriculteurs ou de la coordination rurale, selon les départements, qui vont être complètement opposés, d'autres qui vont être dans une logique d'accompagnement.
Donc là, ici, dans cette partie du syndicalisme agricole-là, on a des positions plus changeantes et ça dépend vraiment de l'interlocuteur. Donc là, c'est les coordinations rurales, jeunes agriculteurs et d'autres, le MODEF par exemple aussi, qui peuvent être sur d'autres positions. Et puis, il y a le syndicat agricole majoritaire aujourd'hui, qui est la FNSEA, qui lui arrive à émettre des positionnements nationaux et à dire qu'il se place dans une logique d'accompagnement, clairement, parce qu'ils voient l'opportunité pour le monde agricole et ils n'ont pas envie non plus de se retrouver avec un développement agrivoltaïque, un développement de centrales agrivoltaïques complètement désarticulé ou illogique dans les territoires. Donc ils ont cherché à l'encadrer plutôt que de s'y opposer absolument face à des membres de leur rang qui disaient qu'ils en voulaient. Donc voilà. Alors, concrètement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Adrien? Quelle est la suite du programme? Eh ben, écoutez, en tout cas, on a de nouveaux critères pour définir nos projets agrivoltaïques. On continue le développement. On est dans des discussions qui sont très intenses avec les services de l'État qui, eux aussi, reçoivent cette nouvelle réglementation. Donc, eux aussi doivent se positionner. Il y a d'autres décrets et d'autres arrêtés qui doivent sortir, notamment la notion de technologie éprouvée. La prochaine réglementation, mais d'ici quelques années, sera adaptée en fonction de la technologie qu'on propose, la technologie tracker, la technologie pas tracker, fixe, différentes technologies qui pourront être utilisées. Si elles font leurs preuves, elles pourront avoir des régimes juridiques encore plus permissifs que maintenant. Donc là, on est dans une phase de remontée d'informations, analyse, remontée de données, presque scientifique en fait. On va analyser, une fois qu'on aura déployé nos projets, on va analyser leur capacité à ne pas affecter la production agricole justement. Ce qui se passe aussi actuellement, c'est qu'il y a un engorgement au niveau des services de l'État, les dossiers s'accumulent. On a plus d'outils pour les analyser, à la fois de notre côté et du côté des services de l'État. Donc il y a une incertitude en fait sur le temps que ça va prendre tout ça. Et après cette phase de paralysie, ce serait bien qu'il y ait une phase un peu de libération des énergies et renouvelables en particulier. Et donc finalement, est-ce qu'on table sur de l'accélération finalement ou on va encore attendre? Je pense que l'accélération, on va dire que là, dans notre cadre à nous, ce sera reculer pour mieux sauter. Donc on est à la fin de la prise de recul et je perds pas espoir qu'il y ait dans ce saut en avant qu'on va devoir faire une accélération à venir. Bah, écoute, je pense que ça va être le mot de la fin, voilà, pour conclure cet épisode avec de multiples informations. Merci beaucoup. Et puis Merci. j'espère avoir le plaisir peut-être de te réaccueillir pour un autre épisode, toujours sur l'agrivoltaïsme, une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors je rappelle à nos auditeurs que le groupe UNIT développe, construit et exploite des centrales d'énergie renouvelable et notamment photovoltaïques afin de produire une énergie locale, verte et durable. Si vous êtes intéressé pour rentabiliser un grand terrain, une friche, un parking de bonne dimension, une grande toiture ou une terre agricole, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour en découvrir toujours plus sur l'avenir de l'électricité verte.